défendre, alors que pendant 2 ans, on a fait usage de toute une série de manœuvres, de pression, d'intimidation, et qu'on a souillé son honneur en le présentant comme un violeur, eh bien, c'est que quelque chose a dysfonctionné lourdement, devrait être investigué et interroge sur le climat politique au Sénégal. Donc, il a été acquitté. Et le tribunal, la Cour, pour sauver la face, a fait usage d'un délit, corruption de la jeunesse, donc qui consiste à avoir des rapports sexuels avec une majeure de 18 ans, mais qui a moins de 21 ans, une personne majeure de 18 ans, mais qui a moins de 21 ans, délit dont M. Sonko n'était pas accusé et pour lequel, en conséquence, il ne pouvait pas être condamné en droit. M. Sonko, par ailleurs, a été euh, absent à ce procès, comme on le sait. Il n'a pas pu se rendre au verdict comme il le souhaitait parce qu'il a été kidnappé, arrêté en dehors de tout cadre légal alors qu'il se rendait à Dakar et mis sous surveillance auprès de son domicile avant d'être arrêté pour une histoire farfelue de vol de téléphone portable. Puis, enfin, une fois qu'il était arrêté, accusé de terrorisme. Même s'il n'y a aucune décision de justice Et- oui, oui, connue qui dit qu'il a été séquestré, placé en résidence surveillée. Hein. vous avez vu comme moi les images de policiers qui entouraient son domicile et qui empêchaient, y compris ses Oui, avocats, quitte à oui. les gazer, d'accéder chez lui. On parle quand même, quelles que soient nos opinions politiques, du principal opposant aujourd'hui au Sénégal, de la personne qui est peut-être la plus populaire euh, dans la population sénégalaise et en particulier auprès de la jeunesse. Est-ce qu'il est sérieux que cet homme a été arrêté à cause d'un supposé vol de téléphone portable après avoir été séquestré, ce sont mes termes, pendant près de 2 mois et soit aujourd'hui arrêté pour des accusations loufoques de terrorisme? Est-ce qu'il est sérieux que l'un de Il y a ses eu d'autres avocats, inculpations, hein, au-delà du vol de bien téléphone, sûr, qui a été l'objet de son arrestation. Hein. atteinte à la sûreté de l'État et ainsi de suite, dans un second temps, une fois que le premier communiqué du procureur, vous en souvenez, invoquait cette affaire absurde? Est-ce qu'il est sérieux et digne que l'un de ses avocats ait été arrêté pour les mêmes motifs que son client, qu'il y ait eu cette pantalonnade entre la Mauritanie et ainsi de suite pour me faire, là encore, enlever parce qu'il n'y avait pas de cadre légal à l'action de ces hommes en cagoule qui sont intervenus. Est-ce qu'il est en somme sérieux qu'encore aujourd'hui, à 4 mois des élections, on ne parle que d'Ousmane Sonko, dont le pouvoir prétend qu'il a été éliminé et qu'il faudrait l'oublier? Non, ce n'est pas sérieux en fait. Ce n'est pas sérieux parce qu'on vole au peuple sénégalais la possibilité de débattre sereinement, pacifiquement, des différentes voies qu'il pourrait choisir dans la perspective de cette élection présidentielle de 2024 et donc débattre de son destin, débattre des Sénégalais qui doivent prendre des pirogues pour fuir la misère, débattre de la situation des pêcheurs de Saint-Louis qui n'ont plus de ressources halieutiques à cause des accords internationaux qui ont été passés entre le pouvoir et des grandes puissances étrangères qui pillent les ressources sénégalaises, débattre de la répartition des ressources qui seront tirées de l'exploitation du gaz et du pétrole. Cela, ce sont des sujets sérieux. Et M. Sonko, on le sait tous, y compris ceux qui ont des reproches à son égard, a des propositions très structurées pour amener le Sénégal sur une autre voie. Et c'est probablement ce qui inquiète le pouvoir et ce qui amène à cette succession d'épreuves judiciaires dont nous sommes heureux d'en tirer quelques victoires. Nous sommes heureux d'avoir pu, à Ziguinchor, nous reposer sur le courage d'un juge, dont je rappelle qu'il avait été exilé à Ziguinchor parce qu'il était considéré comme trop honnête. Sur cette affaire Oui, allez-y. de listes électorales, l'État estime que vous avez fait un recours tardif pour demander l'annulation de la décision de la DGE à Ziguinchor parce que le délai de 5 jours aurait été dépassé selon l'État. Le juge, il a la connaissance de la décision de radiation, non? L'État, vous voyez, c'est douloureux à dire, mais l'État sénégalais a, ces dernières années, appris à mentir. Et nous avons, à de très nombreuses reprises, malheureusement encore une fois, dû démentir des fausses communications On vous le officielles reproche, hein, on vous le de la reproche, part Franco. Quand vous parlez d'administrateurs. de l'État sénégalais, on vous le reproche. Quand vous parlez de l'État sénégalais, beaucoup estiment que c'est sans égard. Il s'agit quand Pourtant, même d'un État pourtant vous entendez, souverain, respectable, non? pourtant vous entendez mon ton, et c'est justement par respect, non seulement pour l'État sénégalais, mais pour le peuple sénégalais, que je m'apitoie du fait que, par exemple,
le directeur général des élections, qui est quand même un individu qui a exercé au sein de l'État pendant de très nombreuses années, qui a occupé cette fonction entre 2003 et 2011, si je ne me trompe pas, avant de les reprendre il y a quelques années, ait produit un communiqué hier prétendant que le recours qui avait été mis en œuvre par l'État contre la décision du tribunal de Ziguinchor, décision qui est très courageuse, vous imaginez bien, c'est-à-dire qu'un juge a dû lire à la lampe torche une décision parce qu'on lui avait coupé l'électricité qui réintégrait Ousmane Sonko dans ses droits. On en est quand même là. Et cet homme l'a fait parce qu'il considérait qu'en effet, M. Sonko était éligible, parce que n'importe quel juriste, un minimum sérieux, et cela même l'ancien ministre de la Justice le sait, malgré tout ce qu'il a prétendu, sait que la condamnation dans l'affaire Sweet Beauty de M. Sonko pour corruption de la jeunesse a été anéantie par son arrestation parce qu'il était contumace. C'est des débats qui sont techniques et compliqués pour les personnes qui ne sont pas juristes, mais qui sont évidents pour ceux qui ont cette formation. Et la mauvaise foi à laquelle on est confronté me semble malheureuse. Et donc je disais, il est malheureux qu'un homme avec une telle expérience, comme cet individu, qui est le directeur général des élections, prétende que le recours contre cette décision au tribunal du Ziguinchor, qui permet à M. Sonko de redevenir éligible, soit suspensif. Il y a quand même... Enfin, je veux dire, moi, je suis un avocat français. Et pourtant, il m'a suffi de me rendre sur le site du ministère de la Justice sénégalais, d'aller voir la loi organique portant sur la création de la Cour suprême, et d'en lire son article 36 qui dit que le délai de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants. Et là, il y a 5 cas qui sont cités, aucun d'entre eux n'étant d'application à l'espèce, c'est-à-dire à cette décision du tribunal de Ziguinchor, pour démontrer que le directeur général des élections ne se trompait pas, que le directeur général des élections mentait. Et là, on a une question qui se pose qui est très importante. Est-ce que le directeur général des élections agit par lui-même? C'est évidemment pas le cas. Il reçoit des instructions qui sont évidemment politiques. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, l'administration n'applique plus le droit, n'applique plus la volonté du peuple sénégalais, mais des instructions qui sont données par des gouvernants qui sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Je suis rentré dans cette affaire pour défendre non pas l'élection de M. Sonko, je ne vais pas interférer dans les affaires politiques, mais pour défendre le droit du peuple sénégalais à choisir son candidat. Cela m'apparaît essentiel et légitime. Or, ce que je vois, c'est qu'il y a des entraves systématiques à l'application de ce droit, qui m'inquiète beaucoup parce que cela affaiblit et affaisse l'autorité de l'État du Sénégal. Vous me parlez de respect de cet État, c'est justement une atteinte à l'autorité de cet État et potentiellement l'ouverture à de nombreuses dérives dans les années qui viennent. Parce qu'un pouvoir qui sortirait de l'élection de février 2024 dans ces conditions sera un pouvoir faible, sera un pouvoir qui n'aura pas de légitimité et sera un pouvoir qui, en conséquence, pourra être contesté, y compris par des entreprises mafieuses, y compris par des entreprises rebelles, y compris par des entreprises djihadistes. Et que dire de votre client Ousmane Sonko qui avait refusé de se rendre au procès de l'affaire Sweet Beauté? Il a été condamné par contumace. Monsieur Sonko a exercé ses droits. Et c'est dans ces circonstances-là qu'il est allé à Dakar pour se rendre à son verdict, dès qu'il a été arrêté, fait rejeter cette condamnation par contumace et demandé à être jugé immédiatement. C'est-à-dire que M. Sonko, dès le début, a montré qu'il s'encadrerait et resterait affilié au cadre de droit. M. Sonko est un haut fonctionnaire qui a été radié pour avoir voulu faire respecter le droit et dénoncer la corruption dans ce pays. Et il s'est toujours tenu à ce cadre légal et il m'a toujours indiqué son souhait de continuer. C'est pour ça qu'il s'est rapproché d'avocats, y compris d'avocats internationaux, et non pas de miliciens ou de militaires pour faire un coup d'État comme cela arrive trop souvent dans la région, afin justement, jusqu'au bout, à 4 mois... Votre allusion, elle est grave quand même. Hein. Elle est très importante parce qu'on est à 4 mois d'une élection présidentielle. M. Sonko est aujourd'hui privé arbitrairement de sa liberté. M. Sonko, on cherche à l'empêcher de se présenter à cette élection. Et pourtant, M. Sonko, alors que ce chemin de croix a commencé il y a plusieurs années, alors qu'il y a eu des morts dans ce pays, parce que des gens manifestaient pour que leur candidat puisse se présenter à ces élections, M. Sonko est resté dans le cadre du droit et continue à faire usage des voies de recours pour essayer de respecter le cadre pacifique et démocratique que ce gouvernement... Mais justement, Juan Branco, parlons droit. La seule voie de droit était qu'il se rende
après le verdict. Monsieur, À défaut, le parquet ne peut déclencher une nouvelle procédure pour faire Monsieur Sonko repréjuger les faits criminels Monsieur ou le Sonko viol était présumé sur Adji Sarr. Monsieur Sonko était entouré de policiers à son domicile qui n'ont pas cherché à le faire arrêter, y compris alors qu'il sortait jouer au football, comme cela s'est vu dans des vidéos dans la cour, dans la seule cour où on le laissait encore accéder. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne voulait pas le faire arrêter. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne voulait pas d'un procès où il serait présent et où son innocence serait immédiatement démontrée face aux accusations calomnieuses. Je tiens encore une fois à insister sur la gravité qui consiste à accuser faussement, comme cela a été démontré pour M. Sonko, qui a été, je le rappelle et je le répète, acquitté des accusations infamantes de viol dont il a fait l'objet, la gravité de ces faits, notamment lorsque c'est pour des raisons politiques. Monsieur Sonko donc est resté à disposition. Tout compte fait, il y a eu. Quand il s'est fait arrêter, quand des gendarmes sont venus le voir pour cette histoire absurde, ridicule et déshonorante pour le procureur de la République de Dakar de vol de téléphone portable, il s'est ouvert et offert aux forces de police sans opposer la moindre résistance. Donc à tout moment, l'État a eu la possibilité d'organiser ce procès. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il sait parfaitement qu'il se fera ridiculiser. Et c'est pour cela aussi que cet État m'empêche d'accéder sur le territoire sénégalais pour défendre M. Sonko, parce qu'il a peur de la honte et du ridicule qui s'appliqueront sur lui. Et donc il faut à un moment cesser de renverser les responsabilités, cesser de faire croire que ce serait M. Sonko qui serait soit en violation du droit, soit en opposition au cadre juridique actuel. Au jour d'aujourd'hui, la seule décision de justice qui n'est pas appliquée par le pouvoir et par l'État sénégalais, c'est une décision de justice du tribunal de Ziguinchor qui rétablit dans ses droits M. Sonko, qui devrait être autorisé aujourd'hui à faire campagne, à récolter des parrainages et à parler au peuple sénégalais de ces questions et non, encore une fois, de son sort ou du sort de on ne sait quel politicien qui les désintéresse profondément. Et le pouvoir, d'ailleurs, produit une erreur historique en maintenant cette position de tension à l'égard de M. Sonko parce qu'il le laisse au centre du débat politique. Avant le jugement de cette affaire par le tribunal d'instance de Ziguinchor, il y a eu quand même le tribunal de grande instance de Dakar qui a rendu une ordonnance le 25 septembre pour annuler l'acte de non-acquiescement rédigé par Sonko, c'est-à-dire que le tribunal considère que la contumace est définitive. Non, pas du tout. Il n'était pas nécessaire de procéder à ce non-acquiescement. La contumace ne peut devenir définitive qu'à l'expiration des délais de prescription. La contumace n'intervient de façon définitive qu'après la prescription du délit en question, c'est-à-dire 6 ans. À ma connaissance, M. Sonko n'a pas été condamné il y a 6 ans ou il y a plus de 6 ans. À ma connaissance, M. Sonko a été condamné en juin dernier. C'est pour éviter ces difficultés que l'État a tout fait pour qu'il ne soit pas arrêté et qu'il a placé sous surveillance avant de devoir inventer cette histoire de téléphone portable et se rattraper derrière avec des accusations tout aussi délirantes de terrorisme. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait au Sénégal des citoyens normaux qui soient accusés de terrorisme pour avoir porté des idées? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'au Sénégal, j'ai vu les corps de 1500 prisonniers politiques à Rebeuss, j'ai vu des corps torturés pour avoir fait un post Facebook qui avait déplu à son excellence? Est-ce que vous trouvez ça normal que l'on en soit à débattre de ces questions qui sont complètement absurdes? Est-ce que vous trouvez ça normal que l'on soit dans une situation où une procédure en diffamation est maintenant agitée pour essayer de faire éliminer, encore une fois, le principal candidat d'opposition? Et comment voulez-vous que dans ces circonstances, le devenir du Sénégal puisse être celui d'une stabilité et d'un développement économique? C'est extraordinairement dangereux de jouer avec les droits du peuple sénégalais. Encore une fois, personne ne cherche à imposer l'élection de M. Sonko. Personne ne cherche à imposer M. Sonko au pouvoir. Ce que les millions de Sénégalais demandent aujourd'hui, c'est qu'ils puissent se présenter et qu'ils puissent, eux, choisir démocratiquement et pacifiquement leurs prochains dirigeants. Alors, c'est que l'État s'est prouvé en cassation sur la décision de Ziguinchor. Vous craignez que la Cour suprême casse ce verdict du juge Sabassi Faye du tribunal de Ziguinchor? Nous craignons que le droit ne soit pas respecté au Sénégal une nouvelle fois. Nous sommes dans une situation qui est embarrassante parce qu'elle consiste à craindre que les pressions qui sont mises en œuvre sur les magistrats amènent la justice à aller contre le droit. C'est ce qui s'est passé lors de la dernière décision de la Cour suprême lorsque nous avions fait un référé pour demander à la Direction générale des élections de fournir des formulaires de parrainage à M. Sonko. C'était un juge unique au sein de la Cour suprême puisque nous étions en référé. Donc c'était un juge seul, donc c'était un juge vulnérable. L'avocate générale a dit le droit. Elle a dit qu'il était ridicule
que M. Sonko n'ait pas accès à ces formulaires de parrainage pour une raison très simple. Sur les formulaires de parrainage eux-mêmes, il est écrit que la Direction générale des élections ne peut pas déterminer si quelqu'un a la légitimité ou non à se présenter. Il n'appartient pas à la DGE de déterminer si quelqu'un a droit à son formulaire de parrainage ou non. Donc la DGE, qui a un rôle purement technique, aurait dû donner ces formulaires de parrainage, quitte à ce qu'ensuite ceux-ci soient invalidés parce qu'il aurait été considéré que pour une raison ou une autre, M. Sonko n'était pas éligible. C'est ce qu'a rappelé... Mais la DGE, avant de donner des fiches de collecte de parrainage, la DGE vérifie d'abord si la personne qui sollicite ces fiches est dans le fichier électoral. Ousmane Sonko n'y est pas. C'est écrit sur les formulaires de parrainage. Ce n'est pas le rôle de la DGE. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire parce que là, on parle même pas d'une question de compétence en droit ou pas. On parle de savoir lire. On en est là. C'est-à-dire qu'il suffit de lire ces formulaires de parrainage, de voir la mention qui est apposée. Je suis sûr que vous l'avez fait parce que ils ont largement circulé. Et il y est écrit, noir sur blanc, que la DGE n'a pas compétence pour juger de l'éligibilité d'un candidat ou non, et que donc ces formulaires de parrainage ne peuvent pas être filtrés par la DGE. C'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, on est sur une situation où le pauvre directeur général des élections, probablement soumis à une pression extraordinaire de la part du gouvernement, qui lui-même en est à dépendre de ce qu'on continue à lui obéir et à violer l'état de droit sénégalais, eh bien, a été obligé de s'humilier, de se ridiculiser et en fait de saccager une carrière qui était pourtant précieuse. Et je tiens à lui dire que il a commis non seulement un délit se faisant au titre de l'article 106 du Code pénal sénégalais, c'est une forfaiture qui entraîne la déchéance des droits civiques lorsque une personne atteint aux droits civils d'un citoyen sénégalais en sachant qu'il n'en a pas le droit, mais c'est également, et ça c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir, et je veux que Tanor Tiendela Sidifal m'entende, c'est également un acte qui le rend complice des crimes que nous avons dénoncés devant les juridictions internationales et françaises depuis le mois de mars 2021, parce que ces législations prévoient que le crime de persécution, qui consiste à empêcher une personne d'exercer ses droits fondamentaux et d'exprimer ses idées, et notamment à travers les un peu exagéré quand même, hein, un peu exagéré quand même, hein, Juan Branco, attraire, vouloir attraire le. Non, mais attendez, vouloir attraire le directeur général des élections devant la CPI pour avoir refusé de donner des fiches, quand même, c'est un peu exagéré de votre part. Oui, ça, exagéré de vouloir traîner devant une juridiction internationale un homme qui interfère avec le processus démocratique d'un grand pays comme le Sénégal, qui veut empêcher que ces élections se tiennent loyalement et autoriser le peuple sénégalais à exprimer sa volonté. Vous trouvez que cela est un crime mineur? Vous trouvez que ce n'est pas grave? Vous trouvez que c'est secondaire, la situation que traverse M. Sonko et ses coreligionnaires dans les établissements dans lesquels ils sont enfermés? Vous trouvez que c'est normal et que c'est quelque chose de secondaire de priver de la liberté quelqu'un arbitrairement? Je tiens à vous rappeler encore une fois que les violations systématiques de l'état de droit par le pouvoir en place sont les germes d'une instabilité qui est extraordinairement dangereuse et dont des acteurs opportunistes pourraient se saisir. Ousmane Sonko, face à ces coups d'État institutionnels qui sont mis en œuvre de façon régulière par le pouvoir pour l'empêcher par tout moyen de se présenter... N'a-t-il pas commis, votre client Ousmane Sonko, n'a-t-il pas commis quelques maladresses, quelques erreurs? Beaucoup lui reprochent de s'être rendu à Sweet Beauté pour avoir les ennuis qu'il a eus. L'affaire de diffamation que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, le ministre du Tourisme, Mame Niang, avait porté plainte contre lui parce qu'il l'avait accusé d'avoir été épinglé par un rapport dans l'affaire Prodac. Votre client a été condamné en première instance et en appel. Vous, avocat de la défense, aviez saisi la Cour suprême. Cela devrait être enrôlé début novembre selon nos informations. Si Ousmane Sonko est définitivement condamné dans cette affaire de diffamation, il ne pourrait plus se porter candidat à la présidentielle. Donc vous trouvez ça normal que pour une affaire de diffamation organisée par le pouvoir, puisque c'est un ministre qui l'a traîné devant les tribunaux, un individu ne puisse pas se présenter à une élection présidentielle? Est-ce que vous trouvez que c'est un quelconque sens? Le ministre ici, il a des droits, non? Vous êtes professionnel du droit. Vous êtes avocat. Le ministre a des droits. D'ailleurs, le ministre était très satisfait de la décision de première instance qui ne rendait pas inéligible M. Sonko. Et pourtant, il a fait appel le lendemain. Pourquoi? Parce que le palais lui a demandé. Dans cette affaire, je vous rappelle que je n'ai pas pu plaider, que j'avais été expulsé à mon arrivée le 30 mars par des hommes en armes, alors que nous avions des conclusions de nullité particulièrement sévères, parce que
nous nous étions rendus compte que de l'intérieur de la magistrature, des personnes considéraient que cette affaire était si aberrante qu'ils avaient probablement en fait saboté cette procédure qui, en droit, ne tient pas. Pour des raisons diverses et variées, le droit de la presse est très exigeant, on ne va pas ennuyer vos auditeurs avec cette affaire, mais j'avais publié, elles sont en ligne, ces conclusions qui montraient que M. Sonko ne pouvait pas être condamné procéduralement. Il ne pouvait pas par ailleurs être condamné sur le fond pour une raison très simple. M. Sonko n'a pas diffamé M. Nyang pour une raison très simple. D'une part, ce rapport existe, cela a été prouvé, y compris par l'administration qui en a fait part à la juridiction qui a eu à en connaître. Et d'autre part, l'affaire Prodac existe. Et donc, à partir de là... Jusqu'à preuve du contraire, c'est un pré-rapport non officiel. C'est un rapport officiel, mais qui n'a pas été endossé par l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il gênait. Donc, il a été produit, nous l'avons, et il n'a pas été endossé par l'autorité, mais parce qu'il gênait. Donc, c'est particulièrement paradoxal qu'un rapport qui a été enterré, ce qu'a dit M. Sonko, devienne une façon d'accuser celui qu'il mentionne, alors même que, évidemment, son enterrement est une façon de révéler la gêne qu'il avait pu produire. Mais donc, nous avons d'abord le premier point que je vous mentionnais, le ridicule qui consiste à chercher à éliminer le candidat. Enfin, je veux dire, on ne parle pas de l'élection d'un petit village. On parle de l'élection présidentielle d'un grand pays. Et donc, il faut quand même s'interroger sur l'instrumentalisation de ces affaires qui, pardonnez-moi, sont ridicules pour tenter d'éliminer politiquement un adversaire. Il y a ensuite les éléments que je viens de vous mentionner sur le fond et sur la procédure. Et il y a enfin la façon dont cette décision a été rendue. La précipitation, et ça c'est plus intéressant et plus inquiétant. Parce qu'encore une fois, là, on sort du sort individuel de M. Sonko pour s'interroger sur les instrumentalisations dont a fait l'objet l'appareil judiciaire au Sénégal ces dernières années pour des raisons politiques. Un appel qui est enrôlé si rapidement que nous n'avions pas eu nous-mêmes le temps de faire appel alors que nous étions encore dans les délais. Quand vous parlez de la justice sénégalaise, vous parlez de quelle justice sénégalaise? Quand le juge Sabassi Faye donne une décision comme il l'a fait à Ziguinchor, qui vous est favorable, c'est très bien. Et quand vous êtes débouté ou condamné, la justice sénégalaise, elle n'est pas indépendante. Finalement, oui, je parle de la on ne sait pas. Vous savez, je parle, non, en fait, c'est assez clair. Je parle de la justice qui respecte le droit sénégalais, c'est-à-dire qui respecte l'expression. C'est une seule et unique justice, Juan Branco. Eh bien non, mon cher ami. De la même façon qu'il n'y a pas une seule et même presse, de la même façon qu'il n'y a pas une seule et même force politique dans ce pays. Il y a plusieurs justices, il y a plusieurs formes de magistrats. Il y a des magistrats qui sont courageux, il y a des magistrats qui sont lâches, il y a des magistrats qui sont corrompus, et il y a des magistrats qui sont intègres. Et d'ailleurs, leurs carrières sont lourdement affectées par les décisions qu'ils prennent, parce que le pouvoir a la main sur les nominations dans la magistrature, et cela affecte lourdement leur comportement. De quelle justice je suis? Je suis du côté de celle qui dit le droit et qui le fait respecter. Parce que je sais très bien que si le droit venait à être manipulé, instrumentalisé, eh bien demain, cela pourrait se retourner contre mes clients et contre moi-même. Et donc je cherche à chaque fois l'objectivité et la neutralité. Vous aurez noté les efforts que l'on fait, extraordinaire, qui consiste à détailler notre argumentaire, à citer les articles de loi, à nous référer au texte à chaque fois de façon didactique pour permettre aux Sénégalais justement de comprendre que nous ne sommes pas dans un rapport de mauvaise foi arbitraire, mais que nous cherchons à chaque fois la vérité. Si nous pensions que pour une raison ou une autre, M. Sonko n'était pas, d'une part, légitimement candidat à la présidentielle, et d'autre part, qu'il y avait des décisions de justice qui l'empêchaient véritablement de se présenter, eh bien, nous dénoncerions ces décisions de justice. Eh bien, nous ferions appel, comme nous l'avons fait, nous ferions des recours, des pourvois contre ces décisions de justice. Et si l'on nous donnait tort contre le droit, nous le dénoncerions auprès de la CEDEAO, comme nous l'avons fait, nous le dénoncerions auprès des juridictions internationales. Et enfin, nous dirions que nous sommes en désaccord fondamental avec ces décisions de justice. Mais nous l'assumerions. Et lorsque, au contraire, nous vous disons que le droit n'est pas respecté et que les décisions de justice le démontrent, eh bien, là aussi, nous le disons, nous sommes honnêtes, contrairement à ce qu'a dit l'ancien ministre de la Justice, qui, sachant parfaitement que la contumace n'était pas invocable, aura prétendu le contraire. Contrairement à de nombreuses personnes qui, au sein de ce pouvoir, par exemple, lorsque nous avons fait nos recours auprès de la Cour pénale internationale, ont cherché à prétendre qu'elle n'était pas compétente alors qu'elle l'était, ou que nous n'avions pas de titre à le faire alors que nous l'avions. Nous ne mentons pas. C'est là une différence fondamentale avec les gens auxquels nous sommes opposés. Nous sommes stricts et rigoureux dans notre interprétation, notre application du droit, et nous cherchons à ce que les juridictions auxquelles nous faisons face le soient également.
Je n'ai pas, moi, je ne fais pas partie d'une structure qui a eu à expulser les avocats de mes opposants pour les empêcher de défendre leurs clients. Vous voyez, je ne fais pas partie d'une structure qui a eu à accuser de délits et crimes imaginaires ses opposants pour essayer de s'en débarrasser. Je n'ai pas à faire partie de ces appareils de pouvoir que je combattrai toute ma vie, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, parce qu'il me semble être indécent et indigne des fonctions et des pouvoirs qui leur ont été donnés. Nous allons nous baser sur cette objectivité dont vous faites montre pour poser la prochaine question. Si le juge Sabassi Faye de Ziguinchor avait un frère qui est collaborateur politique de Macky Sall, l'auriez-vous récusé ou pas? Que je sache, je ne sais pas quelle est la vérité sur cette situation et ces affirmations qui ont été encore une fois énoncées un peu à la dernière minute. La seule chose que je sais, c'est que l'agent judiciaire de l'État lui-même a renoncé à sa demande de récusation auprès de la Cour d'appel. Si je ne me Oui, trompe parce qu'il est hors délai aussi. Hein, donc, il est pas. hors délai. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est la réponse, je pense, est assez claire. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Si le juge avait rendu une décision qui tordait le droit, si le juge avait considéré pour des raisons qui étaient infondées que M. Sonko était éligible, eh bien, une interrogation profonde aurait dû intervenir sur les raisons qui l'avaient amené à cette décision. Or, le juge, en ces circonstances, encore une fois, en des circonstances d'intimidation puissante, je veux dire, vous imaginez quand même le ridicule qui consiste à couper l'électricité d'un tribunal pour essayer d'empêcher un homme de rendre sa décision et de voir un juge dans un pays comme le Sénégal devoir rendre une décision à la lampe torche. Vous voyez, il faut, encore une fois, quelles que soient nos opinions et le regard que l'on puisse porter sur M. Sonko, je pense que il y a pour chacun une responsabilité qui consiste à s'interroger sur la nécessité de ces manœuvres. Et je ne vois pas pourquoi, si ce pouvoir est si confiant dans sa supériorité, si M. Amadouba, adoubé par M. Macky Sall, considère qu'il est un candidat non seulement légitime, mais en pleine capacité de remporter l'élection de février 2024. Qu'est-ce qui amène à cette si grande inquiétude quant à l'élection, à la présentation de la candidature, pardon, de M. Sonko? Pourquoi ne défie-t-il pas M. Sonko à égalité d'armes en le laissant faire campagne, comme le fait M. Amadouba, donc j'ai vu qu'il était à Saint-Louis? Pourquoi ont-ils peur du débat avec M. Sonko? Qu'est-ce qui les inquiète au point de mobiliser de telles ressources pour l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles? Est-ce sa popularité? Est-ce le fait que ces projets remettront en question l'ordre établi au Sénégal et de puissants intérêts? La question mérite d'être posée. Vous me posez des questions sur les liens familiaux entre telle ou telle personne. Je peux vous assurer que l'on pourrait suivre ce chemin. L'on pourrait dénoncer, par exemple, la compromission du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, qui, depuis juillet, interdit aux avocats de tenir des conférences de presse aux avocats de M. Sonko. C'est un principe universel, non? Interdire aux avocats de commenter des affaires pendantes. Pas du tout. Pas du tout. C'est au contraire. Surtout lorsque les les avocats de la partie d'en face le font. Et le font de façon régulière, systématique et répétée. Est-ce que je dois vous rappeler que j'ai eu le droit à une conférence de presse de la part des supposés avocats de l'État du Sénégal pour annoncer la constitution en tant que partie civile de l'État du Sénégal contre M. Sonko et moi-même, dans les affaires pénales nous concernant, afin de nous faire payer le prix des émeutes et du sang qui avait été versé entre mars 2021 et juin 2023. Est-ce que l'on se rend compte du niveau d'indécence auquel nos adversaires, parce que ce ne sont pas des ennemis, nos adversaires, se sont rendus, alors même que, du côté de mes confrères, ils étaient empêchés d'organiser conférences de presse pour rappeler le droit. Qu'est-ce qui fait si peur à ce pouvoir? C'est la question, en fait, qu'aujourd'hui, nous devons tous nous poser. Quel pourrait être, Juan Branco, quel pourrait être le meilleur plan B pour les militants de PASTEF dissous si Ousmane Sonko est empêché de se présenter à l'élection présidentielle? Je pense que c'est un jeu très dangereux auquel joue le pouvoir actuellement en tentant d'éliminer politiquement M. Sonko, car je ne vois pas des élections se tenir normalement sans sa candidature en février. Je ne vois pas le peuple sénégalais participer massivement et donner une légitimité au pouvoir qui s'y présenterait en février 2024 sans la participation de M.
Sonko. Il ne faut pas que l'on joue avec le feu. Le Sénégal a besoin de stabilité, a besoin de démocratie, a besoin d'un pouvoir qui soit soutenu par le peuple. Il n'y a donc pas de plan B. Il y a la nécessité de mettre fin à cette pantomime qui, encore une fois, est un jeu dangereux pour les gens qui l'alimentent. Je ne rigole pas quand je dis que nous ajoutons un certain nombre de noms et je n'exagère pas quand je considère qu'un directeur général des élections se rend coupable du crime de persécution en entravant le processus électoral démocratique. Mais justement, donnez-nous des nouvelles de ces procédures que vous dites avoir entamées contre le président Macky Sall et plusieurs autres dignitaires du régime devant la Cour pénale internationale. Ça fait rire hein, les dirigeants sénégalais, ça. Ah bon, vous pensez sérieusement que ça leur fait rire des procédures qui ont notamment créé un tel trouble qu'elles ont joué un rôle cardinal dans le fait que M. Sall renonce à se présenter à un troisième mandat? Vous pensez que M. Sall rit du fait de ne pas avoir pu se présenter comme il espérait parce que le 22 juin 2023 à Paris, alors qu'il était venu pour essayer de se faire recevoir par M. Macron et de mettre en place une tournée internationale qui le rendrait à sa légitimité, il a été écarté par l'Élysée parce que le monde entier ne parlait que d'une chose, c'est de la procédure que nous avions lancée auprès de la Cour pénale internationale. Vous pensez que ça fait rire à M. Sall de ne pas avoir été reçu par M. Biden comme c'était initialement prévu et comme son service de communication l'avait annoncé, parce que les crimes contre l'humanité qui ont été commis au Sénégal l'en empêchaient? Vous pensez qu'il rit du sang qui a été versé depuis mars 2021, de ces manifestations qui ont été tuées à balles réelles? Si c'est le cas, il y a de quoi s'inquiéter du devenir du Sénégal. De mon côté, je peux vous assurer que ni en France, ni à La Haye, on rit de ces procédures qui ont été entamées parce que on a découvert non seulement qu'elles avaient des éléments très solides pour poursuivre non seulement M. Sall, mais 106 autres individus qui ont été listés individuellement, au point que le ministère des Affaires étrangères français ait tremblé et ait cherché à me faire poursuivre avant de renoncer parce que j'avais révélé, et ils l'ont admis, que cette identité était véritable, l'identité d'un coopérant qui avait participé à l'organisation de la répression des manifestations. Je ne pense pas qu'il y ait de rire au pouvoir à notre égard. Je pense qu'au contraire... Parmi ceux qui avaient répliqué à votre démarche, il y a l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, devenue ministre de la Justice, et dans le contexte des affaires Sonko, comment réagissez-vous à son arrivée, à sa nomination à la tête du ministère de la Justice, Aïssata Tall Sall? Comment est-ce que je réagis de la même façon que je réagis à la réunion qu'elle devait tenir avec M. Eskenazi et Mme Sixte, dont elle sait parfaitement le contenu et les projets qu'elle alimentait à mon égard et à celui de M. Sonko. Mme Tall Sall est une personne qui a tenté de mentir en prétendant que la Cour pénale internationale n'avait pas compétence pour agir sur le dossier que nous lui avons apporté et que nous n'avions pas compétence nous-mêmes pour la saisir. Mme Tall Sall est une personne qui a été intégrée à la liste des suspects que nous avons transmis au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et Mme Tall Sall, comme l'ensemble des autres participants à ce règne finissant, devra toute sa vie, puisque ces crimes sont imprescriptibles, s'interroger sur la persistance ou non de sa liberté d'aller et venir. Et cela est quelque chose qui, je le regrette, à mon sens, ne la fait pas du tout rire. Votre entrée illégale sur le territoire sénégalais en juillet dernier, vous étiez passé par la Gambie pour arriver à Dakar pour participer à l'improviste à une conférence de presse du pôle d'avocats d'Ousmane Sonko. Quelques minutes après, vous aviez disparu des radars. Pendant plusieurs jours, la police et la gendarmerie sénégalaise étaient à votre recherche. Ensuite, vous aviez pris une pirogue sur une plage de Rufisque pour vous rendre en Mauritanie. C'est là-bas que vous aviez été arrêté par la police mauritanienne qui vous a ensuite remis aux autorités sénégalaises. Vous êtes ensuite écroué à la prison de Rebeuss après inculpation par la justice sénégalaise qui vous a par la suite expulsé vers la France. Les personnes qui vous avaient aidé sont aussi envoyées en prison, même si Papso, le maire de Sangalkam, a bénéficié d'une liberté provisoire il y a quelques jours. Les autres sont toujours incarcérés pendant que vous êtes libre. Vous sentez-vous coupable, Juan Branco? Je me sens particulièrement frappé par le fait qu'un pouvoir se soit humilié en faisant arrêter des citoyens sénégalais parce qu'il était incapable de retenir un citoyen étranger. Vous savez, il y a dans le vocabulaire de ceux qui sont dans la lutte contre toutes les formes de colonialisme et d'impérialisme, un terme qui est devenu générique, qui est le larbinisme. Eh bien, c'est une forme de larbinisme à laquelle s'est voué le pouvoir actuel
en agissant de la sorte et en privant de sa liberté des individus éminemment respectables, des élus, parce qu'ils avaient rencontré un avocat dans l'exercice de ses fonctions. Vous parlez d'entrée illégale, et vous mentionnez un certain nombre de faits qui sont erronés, on pourrait y revenir, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait cherché à empêcher un avocat de se rendre sur le territoire sénégalais pour défendre un client, qu'on ait ensuite perquisitionné le domicile de ce client et mobilisé des forces de police sur l'ensemble du territoire pour chercher à l'intimider et le faire arrêter, qu'on en soit allé jusqu'à perquisitionner des lieux saints à Touba à cette fin, et qu'enfin, on ait montré une forme d'impuissance extraordinaire au fait de le faire arrêter. J'étais rentré au Sénégal par la voie terrestre, en voiture, en traversant un poste frontière, alors que, contrairement à ce qui avait été affirmé dans un énième mensonge du procureur, aucun mandat d'arrêt n'avait été émis à mon encontre. C'est-à-dire que je suis rentré illégalement au Sénégal. Et c'est pour cela que j'ai participé à la conférence de presse de mes éminents confrères pour dénoncer cette tentative d'intimidation que j'avais subie et qui atteignait aux droits de mes clients. Je suis venu pour une raison très simple. Monsieur Sonko venait d'être arrêté, venait d'être privé de ses droits pour une sombre affaire de vol de téléphone portable. Encore une fois, on en mesure le sérieux. Puis pour une affaire encore plus dramatique, d'accusation de terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État, etc. Monsieur Sonko m'avait désigné, avait besoin de moi, et j'avais décidé de me rendre à ses côtés. Alors certes, je n'ai pas été reçu avec les honneurs du palais. Je n'ai pas touché 100 000 euros comme certains de mes confrères l'ont fait pour intervenir dans certaines affaires qui ont cherché à faire éliminer M. Sonko au préalable. Je suis venu avec ma seule dignité, mon courage, et j'ai défié une tentative d'intimidation qui me semblait inacceptable et qui avait vocation à m'empêcher d'exercer mon magistère d'avocat. Je pense l'avoir fait dignement. Je pense l'avoir fait dignement, et je pense que les mesures de rétorsion qui ont été prises sont révélatrices d'une faiblesse et humilient et rabaissent l'État du Sénégal, qui a été dénoncé par l'ensemble des instances internationales qui ont été saisies, par 48 barreaux du monde entier, parce que son comportement était inacceptable. Je ne pensais pas qu'un jour le Sénégal, qui est quand même, rappelons-le, depuis longtemps une référence, et qui a longtemps brillé par sa capacité à mêler à la fois les héritages culturels, juridiques africains et ceux qui provenaient des autres mondes, je n'aurais pas pensé qu'il se retrouve dans ces situations-là. Nous sommes venus avec le mot, mon cher Monsieur Fall. Nous sommes venus en fait avec pour seule arme celle de la parole et de la vérité. Que cela amène à la mobilisation de tels moyens pour nous faire taire, pour nous écraser, pour nous intimider, et qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont privées de leur liberté. De ce fait est quelque chose qui me semble indigne d'un État comme celui du Sénégal. Reviendrez-vous au Sénégal? Allez-vous revenir si votre procès il est programmé? Nous avons mon procès, c'est-à-dire vous prenez vraiment au sérieux la tentative de fabrication de dernière minute qui a été mise en œuvre pour essayer de justifier de mon arrestation. Vous pensez sérieusement que quiconque envisage de faire un procès pour les mots que j'ai tenus en défendant M. Sonko? Non, allons. Et rien que cela, d'ailleurs, devrait inquiéter, parce que cela remet lourdement en question l'autorité des décisions et des procédures judiciaires dans ce pays. Cette chose est une fabrication un peu vulgaire, un peu précipitée, qui avait vocation simplement à, encore une fois, empêcher M. Sonko d'être défendu, chercher à l'humilier, chercher à, quelque part, c'est les termes que vous utilisez, rétablir l'image du pays. Mais c'est l'inverse qui s'est passé en faisant cela. Vous imaginez ce que cela fait d'attaquer un avocat, de prétendre, de l'accuser d'attentat, de complot, etc., avant de le libérer moins de 48 heures après? Parce que il est évident que cet individu est innocent, parce qu'il est évident que cette arrestation est arbitraire, parce qu'il est évident que la seule raison qui l'ont amené à agir ainsi, c'était d'atteindre aux droits d'un opposant. Non, ce n'est pas sérieux, c'est franchement désagréable d'ailleurs d'avoir à faire comme si, dans une émission comme la vôtre, il y avait un quelconque sérieux derrière. Et est-ce que je reviendrai au Sénégal? À chaque audience que nous avons à suivre sur M. Sonko, j'écris aux autorités pour leur demander l'autorisation de me rendre sur le territoire sénégalais, systématiquement. À chaque audience, mes confrères rappellent à la juridiction qu'ils plaident aussi en mon nom et, le cas échéant, lisent un texte que j'ai transmis. Nous ne lâcherons pas M. Sonko. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous avons, avec Julian Assange, avec de grands clients, défié les plus grandes puissances du monde, et nous ne nous laisserons certainement pas affectés par les tentatives de pression qui ont été mises en œuvre par des godillots d'un pouvoir effondré qui cherchent, à travers l'atteinte aux droits de la défense, à atteindre aux droits sénégalais. Oui, l'international, vous l'évoquez, vous, Juan Branco, qui avez fréquenté le Parti socialiste français, on vous dit ensuite proche de l'extrême gauche,
vous êtes un anti-Emmanuel Macron. Le Proche-Orient, la situation à Gaza, sur les événements en cours, qui a tort entre Israël et le Hamas, pour vous? Oui, moi j'ai une grande fierté justement dans ce discours de Dakar, non seulement d'avoir défendu Monsieur Sonko, mais d'avoir rappelé que son combat s'inscrivait dans une solidarité internationale qui le ramenait jusqu'aux enfants de Gaza, en passant par les Gilets jaunes et les manifestants de nombreux autres pays. Et vous voyez, c'est une période où tout le monde semblait avoir oublié la cause palestinienne, où l'on avait fini par se dire que finalement, eh bien, cette situation perdurerait, que l'oppression dont subissaient 2 millions de personnes pourrait continuer éternellement. J'ai cette fierté d'avoir pu, en ces terres-là, rappeler l'importance de ce sort-là, dont je sais qu'il est cher, pardon, aux yeux de Monsieur Sonko. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas du pouvoir actuel. Je n'ai pas l'impression qu'il ait mis une intensité particulière, ne serait-ce que pour défendre cette cause-là, alors que le Sénégal a des arguments à avancer, plus encore que lorsqu'il prétendait médier dans la crise ukrainienne. Et j'espère qu'une évolution des positions géopolitiques de façon générale interviendra si M. Sonko était élu, parce qu'il propose, lui, un rapport souverainiste au monde qui me semble plus en accord avec les nécessités du monde contemporain que ne l'est l'appartenance de ce pouvoir actuel aux structures mondialistes que l'on connaît. Que pensez-vous de la sortie du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, contre le footballeur Karim Benzema, qu'il accuse d'être proche des frères musulmans parce qu'il a marqué sa solidarité avec le peuple palestinien? Moi, j'ai honte de ce pouvoir qui, à bien des égards, est encore plus inférieur en France que le pouvoir l'est au Sénégal. Je m'explique. Au Sénégal, dans la décadence généralisée que connaît le politique, il y a tout de même la capacité partielle à assumer parfois le fait de vouloir instrumentaliser le droit pour détruire des opposants politiques en ce qu'ils sont des opposants politiques. Vous voyez, ils ont eu cette méthode qui est indécente et qui les entachera jamais, qui consistait à tenter de faire accuser M. Sonko du viol. Mais ces derniers mois, ils ont enfin assumé le statut politique de M. Sonko en l'accusant d'atteinte à la sûreté de l'État, de terrorisme, etc. C'est-à-dire en faisant un prisonnier politique pleinement. Je préfère cette situation. En France, ils n'en sont pas capables. Et en France, de la même façon, ils sont incapables de respecter la dignité d'un héritage qui, mine de rien, malgré les atrocités commises, que ce soit par la colonisation, on la traite négrier au préalable, on fait de ce pays un pays qui rayonnait. La France, aujourd'hui, s'est réduite à un pays où l'on parle de l'abaya, où l'on parle des opinions de M. Benzema comme si elles étaient terroristes ou manifester en soutien à la Palestine est interdit. La France est indigne et indécente et je ne voudrais pas que vos auditeurs pensent qu'il y aurait une sorte de jeune pan blond qui, venant d'Occident, vient donner des leçons au Sénégal. Non, non, c'est justement par estime pour la dignité du peuple sénégalais et par rejet de ce que connaît en tant que crise l'Occident aussi que nous sommes engagés dans ce combat. La laideur dans laquelle s'enfonce l'Occident est une laideur qui ne doit pas être imitée par le Sénégal. Et quand je vois sur France 24, par exemple, M. Macky Sall justifier de l'interdiction de manifestation, en prenant appui sur les interdictions de manifestation qui ont été édictées en France, je me rends compte que cet homme a pour référence un pouvoir décadent et que nécessairement son pouvoir deviendra décadent de la même façon. Refléter une autre image de la France, montrer qu'il est une France qui est attachée aux libertés, à la dignité humaine, à la diversité des croyances, me semble crucial aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que j'ai cet engagement auprès de M. Sonko, pour montrer au peuple sénégalais que ce n'est pas le peuple de France qui est avarié, mais son pouvoir, comme l'est, sur leur territoire, le pouvoir sénégalais. On termine par cette dernière question. Il y a une polémique sur le communiqué du collectif des avocats d'Ousmane Sonko publié jeudi dernier à Dakar. On y voit votre nom et votre signature. Comment ça se fait puisque vous n'êtes pas au Sénégal? Oui, il y a un pour ordre. Vous savez, on peut signer à la place de quelqu'un si on écrit pour ordre dessus. Alors le pour ordre a été intégré dans la signature. Si vous regardez en détail, vous verrez qu'il y a un PO qui est écrit. Donc c'est évidemment un confrère qui a signé comme pour moi, comme pour beaucoup des confrères. Nous sommes 37 avocats
Donc on ne peut pas se retrouver à tout moment au même endroit pour signer les communiqués, même si nous sommes solidaires évidemment des causes que nous défendons et que nous approuvons au préalable les démarches qui sont prises. Je trouve que j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes tenter d'instrumentaliser cette absence d'affaires et je trouve ça assez significatif de la faiblesse des arguments qui nous sont opposés. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce communiqué, c'est cela. C'est qu'un homme d'État comme M. Sonko a 37 avocats à ses côtés pour le défendre et défendre ses intérêts. Et cela est rassurant et cela devrait rassurer le peuple sénégalais quant à sa capacité à exercer demain des fonctions. Parce que je peux vous dire que M. Sonko regarde de très près l'activité de ses avocats et s'assure de leur coordination et fait un travail extraordinaire, ce qui n'est pas du tout facile. J'ai déjà, encore une fois, avec Wikileaks notamment, mais aussi avec la Liga et d'autres, eu à travailler dans des pools d'avocats assez larges comme cela, avec évidemment des égos extraordinaires. Les avocats sont en général des gens insupportables. Et donc, on aime marquer notre territoire et à chaque fois vouloir... il a réussi avec un doigté qui me semble assez fascinant à maintenir l'unité de ces avocats et à faire qu'ils soient encore aujourd'hui à travailler toujours plus nombreux pour défendre ses intérêts avec des gens, vous l'aurez noté, des gens qui viennent des Comores, comme mon confrère Saïd Larifou, qui viennent de la Guadeloupe, comme ma consoeur Lorenza Bourjac, qui viennent du Burkina Faso, d'autres pays. Et ça aussi, c'est une forme de rayonnement positif, pour le coup, cette fois, du Sénégal, qu'il faut continuer à alimenter. Merci Juan Branco d'être passé devant le grand jury de RFM. Bon dimanche là où vous êtes à Paris. Merci à tous de nous avoir suivis, à Joe Maron et Abdou Thiam. Bonne fin de week-end à tous. Le grand jury la semaine prochaine. RFM Midi. RFM Midi. Bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM Midi, le journal. Il y a une réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. La DGE ne dit pas la vérité aux Sénégalais. Propos de Juan Branco, l'avocat français du maire de Ziguinchor, devant le grand jury ce dimanche, a émis des craintes par rapport à la décision finale de la Cour suprême. Il avertit l'État au cas où Ousmane Sonko ne